Alors aujourd'hui, on va parler d'un organe ou bien l'un des viscères du cou. Alors on a vu dans une vidéo l'axe ou viscéral du cou, mais on n'a pas détaillé chaque organe, on peut dire. Alors aujourd'hui, on va détailler un de ces organes qui est le pharynx. Alors, mais pour bien voir le pharynx lui-même, il faut qu'on retire, on peut dire, ses muscles. On va les enlever tous, comme ça. Et voici, maintenant, on peut voir le pharynx qui est, rappelez-vous, constitué par 3 étages. On a, là, c'est l'étage inférieur qui est l'hypopharynx, ou bien qui s'appelle également le laryngopharynx. Pourquoi? Parce qu'il est derrière le larynx, comme son nom l'indique, le laryngopharynx. Et en haut, juste ici, on a l'oropharynx parce qu'il est derrière la cavité orale, ou bien la cavité buccale, là voilà, ça c'est la cavité buccale. Il est juste ici l'oropharynx. Et plus en haut, on a derrière, ici, ça c'est la cavité nasale. Derrière la cavité nasale, on trouve la partie supérieure, ou bien haute, du pharynx qui s'appelle le nasopharynx, ou bien l'orinopharynx, et qui s'appelle également le cavum. Alors ça, c'est le cavum, ça c'est l'oropharynx. Et plus en bas, on a l'hypopharynx ou bien le laryngopharynx parce qu'il est derrière. Si on enlève les cartilages, on peut voir la voilà. La larynx qui, rappelez-vous, c'est une muqueuse. Il est caché ou bien il est protégé par ces cartilages. On vient de retirer un de ces cartilages, ça c'est un autre cartilage voici de larynx. Et plus en bas, on va trouver une continuité de larynx par la trachée. Voilà. Revenons à notre organe d'aujourd'hui qu'on va étudier, c'est le pharynx avec ses 3 parties. Voilà. Alors, ce qui est ici en bleu, c'est tout le pharynx qui est sélectionné là, comme vous pouvez voir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va garder que le larynx. On va tout cacher et on va garder que le pharynx. Alors voilà, on a gardé le pharynx et les os. On a enlevé toutes les autres cavités, la cavité nasale, la cavité orale, et on a gardé que le pharynx qu'on peut voir. Alors, le pharynx, c'est quoi? C'est tout simplement, si on enlève les os, c'est une gouttière, comme vous pouvez voir là. Alors, c'est une gouttière, comme vous pouvez voir, c'est une gouttière qui est ouverte en avant. Voilà, elle est ouverte en avant, comme vous pouvez voir là, elle est ouverte en avant. Et c'est un organe qui est impair, on a un seul pharynx et il est symétrique. Comme vous pouvez voir, c'est on dessine une ligne ici médiane. Ce qu'on va trouver à droite, c'est la même chose qu'à gauche. Alors voilà, comme vous pouvez voir, il est situé sous la base du crâne, c'est-à-dire sous le sphenoïde et, comme vous pouvez voir, l'os occipital. Et derrière les vertèbres cervicales de C1 jusqu'à C6, situé derrière les vertèbres cervicales et en avant par rapport à la cavité nasale en haut, puis la cavité orale ici, et puis le larynx en bas. Voilà, ça c'est la situation. Il assure plusieurs fonctions. C'est un carrefour aérodigestif, c'est là où passe l'air et les aliments par la cavité buccale. Voilà. Pour par la suite se continue en bas par quoi? Par tout simplement l'œsophage. Voilà. Alors ça c'est le pharynx et ça c'est l'œsophage. Le pharynx il va se continuer en bas par l'œsophage. Et voilà ça. On va cacher pour voir ça. C'est le larynx. Et puis ça c'est l'œsophage. Et ça en haut c'est le pharynx. Alors voilà, sur cette coupe, on a gardé la cavité, on vous rappelle la cavité nasale et la cavité buccale, là, c'est ça, c'est la cavité buccale avec son palais en haut, on peut voir, et les gencives, et en bas, on a quoi? On a le larynx, juste ici, le larynx, sous le cartilage, si on cache le cartilage, on va voir le larynx, le voilà.
Alors, on va détailler chaque étage, commençons par l'étage en haut, qui est le nasopharynx, comme vous pouvez voir ici, le nasopharynx. Alors, pour bien étudier, on va prendre une coupe sagittale. Voilà. Alors, sur cette coupe-là, qui est sagittale, vous pouvez voir notre nasopharynx qui est là. Ça, c'est la cavité nasale. Vous pouvez voir. Et ça, c'est la cavité buccale. Avec le palais, la cavité buccale, les gencives. On peut voir tout ça. C'est de la cavité buccale. Et en bas, on va trouver quoi? On va trouver le larynx. Il n'est pas dessiné ici, mais juste ici, on va trouver le larynx sous le laryngopharynx. Et en arrière, là, on va trouver l'œsophage normalement. Alors, on va commencer par le nasopharynx, on va l'étudier, et puis on va passer aux autres étages. Alors, le nasopharynx, comme on a déjà dit, il est situé derrière la cavité nasale. Voilà, derrière la cavité nasale, ça c'est la cavité, la fosse nasale ou bien la cavité nasale. Et il s'étend de la base du crâne, ça c'est la base du crâne, jusqu'à sa limite, c'est le voile du palais. Alors ça, c'est le voile du palais ou bien le palémo. Alors le palémo, c'est la même chose que le voile du palais. C'est deux noms pour la même chose. Ça, c'est le voile du palais. Comme vous pouvez rappelez-vous, on a le palais du récit et le palémo en arrière qui est formé par des muscles. Rappelez-vous, par ici, on va trouver des muscles. Alors, ça, c'est la limite inférieure de le nasopharynx. Alors, le nasopharynx ou bien le cavum, il est constitué de 6 parois. On a une paroi antérieure, là. La paroi antérieure ici, elle est ouverte, comme vous pouvez voir, elle est ouverte, elle est en continuité avec la fosse nasale correspondante par la coine. Alors la coine, rappelez-vous, c'est cette ouverture-là qui communique la fosse nasale avec le nasopharynx. Et rappelez-vous, on a deux coines. On a cette coine-là et l'autre coine de l'autre côté parce que ça, c'est une coupe sagittale, rappelez-vous. Là, on a une coupe sagittale, c'est-à-dire ça c'est... On peut dire une fosse nasale, l'autre fosse nasale de l'autre côté. Et les deux coines sont séparées par cette os. Rappelez-vous, c'est l'os vomer. Voilà. Alors ça, c'est la paroi antérieure de nasopharynx. On va parler de paroi postérieure, c'est-à-dire en arrière là. Alors, la paroi postérieure, elle prolonge en arrière avec la paroi supérieure. Et là, on a une chose hyper importante, on a quoi? On a les vertèbres. On a l'axis, juste en haut, on a l'atlas. Ça, c'est une coupe sagittale, on va voir que des parties de ces vertèbres. Alors voilà, ça c'est 1 et c'est 2. Voilà. Et ça, c'est, rappelez-vous, c'est le nasopharynx. Il est en avant de C1 et C2. Alors, le nasopharynx, il a une paroi qui est supérieure. La paroi supérieure, là, c'est une voûte, voilà, comme vous pouvez voir, concave en bas et en avant. Voilà, elle est concave en bas et en avant. Et présente latéralement. Normalement, on va trouver les tonsilles pharyngiennes. Les tonsilles pharyngiennes sont situées dans la paroi supérieure de nasopharynx. Les tonsilles, rappelez-vous, on a vu les tonsilles palatines juste ici. Ça, c'est la tonsille palatine du palémo. Rappelez-vous de notre palais. Et on a vu également les tonsilles ici de la langue. Ça, ce sont les tonsilles linguales. Et le pharynx, il a aussi les tonsilles propres au pharynx, qui sont les tonsilles pharyngiennes au niveau de la paroi supérieure de nasopharynx. Alors, on va voir ça sur des images en 2D. Ici, ces tonsilles ne sont pas schématisés, mais on va voir ça par la suite. Alors, on a dit, on a une paroi supérieure et on a une paroi inférieure là. La paroi inférieure, c'est facile, elle est ouverte, comme vous pouvez voir, avec l'oropharynx, voilà. Elle est ouverte avec l'oropharynx. Et entre le nasopharynx et l'oropharynx, ici, on a normalement un isthme qui est l'isthmopharyngien, qui sépare les deux étages de pharynx. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que il va, on peut dire, empêcher le passage des aliments qui vont passer de la cavité buccale vers l'oropharynx puis vers l'œsophage. Cet isthme-là, il va se fermer
lors de la déglutition pour empêcher le passage du bol alimentaire vers la cavité nasale, ce qu'on appelle une fausse route vers la cavité nasale. Voilà. Alors, on a dit que la paroi inférieure, elle est formée ici par le palais mou. Alors ça, c'est le palais mou. Voilà, le palais mou, ou bien tout simplement le voile du palais. Alors on a les deux parois latérales. Comme vous pouvez voir, on va avoir une seule paroi, qui est ici la paroi de cette côté, c'est la paroi gauche de nasopharynx, et l'autre paroi latérale, c'est de l'autre côté, sur une autre coupe sagittale. Alors là, on a cette paroi latérale qui est très très importante pour le nasopharynx. Pourquoi? Parce que là, on a ce qu'on appelle l'ostium pharyngien, c'est celui-là. Alors l'ostium pharyngien de quoi? De la trompe auditive interne. Alors là, normalement, pour l'anatomie de l'oreille, qu'on n'a pas étudiée, mais la voici. Alors ça, c'est la trompe auditive de l'oreille qui va faire communiquer l'oreille moyenne avec le pharynx. Alors ça, c'est l'oreille externe ou bien le cartilage auriculaire ou bien l'auricule. On va l'enlever pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors c'est ça. Ça, c'est l'oreille externe avec son conduit qui est externe. Et là, on va trouver l'oreille moyenne. Et ça, c'est l'oreille interne. Alors, l'oreille moyenne, et là, ce conduit-là, de celui-là, qui est la trompe de stage ou bien le conduit auditif interne. Alors, ce conduit, il va s'aboucher dans quoi? Dans le nasopharynx. C'est pour ça. Voilà. Alors là, vous pouvez imaginer qu'on a l'oreille ici. Et cette oreille, il va s'aboucher. Bien, dans l'oreille moyenne, il a un conduit qui est la trompe de stage, c'est celle-là, qui va s'aboucher dans quoi? Dans le nasopharynx. Voilà, il va s'aboucher dans le nasopharynx. S'aboucher là. Surtout la paroi latérale de nasopharynx. Revenons à notre coupe sagittale. Comme vous pouvez voir, on a fini avec le nasopharynx. On passe au deuxième étage, ou bien deuxième partie du pharynx, qui est l'oropharynx. Alors voilà l'oropharynx, et on a dit qu'entre le nasopharynx et l'oropharynx, on a ici l'isthme pharyngien. Il faut pas confondre l'isthme pharyngien avec, rappelez-vous, avec l'isthme de Gauzier. Alors cette ouverture-là s'appelle l'isthme de Gauzier. C'est quoi l'isthme de Gauzier? C'est une ouverture qui sépare l'oropharynx de la cavité buccale, tout simplement. Elle est formée, comme vous pouvez voir ici, on a, ça c'est l'ovule, rappelez-vous, on a l'ovule, cette partie centrale là, c'est l'ovule, la partie centrale du voile du palais, ou bien le palais mou, ça c'est l'ovule. Alors on a l'ovule et on a latéralement, normalement ici des arcades qui vont délimiter. Ces deux arcades vont délimiter cette tonsille. Alors voilà, on a des arcades là, latéralement, et on a ça c'est la racine de la langue. Alors ces trois éléments, c'est-à-dire l'ovule, ici on a l'ovule, ça c'est l'ovule, et latéralement on a les arcades qui vont délimiter la tonsille palatine, et en bas la racine de la langue, ils vont délimiter une ouverture qui s'appelle l'isthme de Gauzier, tout simplement. L'isthme de Gauzier, il fait communiquer quoi? Il fait communiquer la cavité buccale avec l'oropharynx en arrière. Et l'oropharynx, il est situé, comme vous pouvez voir, en arrière de la cavité buccale. Et il est limité en haut par le palais mou, ou bien par le voile du palais. Et en bas, on va trouver quoi en bas? L'épiglotte. Voilà, l'épiglotte, et on peut dire il signe, ou bien il signe le départ de l'aropharynx. Voilà, ça c'est l'épiglotte. On a les mêmes nombres de parois que pour le nasopharynx. On a 6 parois. On a une paroi antérieure qu'on en a déjà parlé. Il s'agit tout simplement d'une ouverture qui s'appelle l'isthme de Gauzier parce qu'il se communique avec, rappelez-vous, la cavité buccale. Et une paroi postérieure qui
qui est en regard avec les vertèbres cervicales. Ici, normalement, C2, C3, dans la vraie vie. Et une paroi supérieure qui est ouverte, que vous pouvez voir, c'est l'isthme pharyngien qui communique avec en haut, avec le nasopharynx. Et une paroi inférieure qui se communique, comme vous pouvez voir, avec le laryngopharynx au niveau de l'os hyoïde. Alors, on regarde l'os hyoïde, comme vous pouvez voir, là, c'est l'os hyoïde, là. Ça, c'est la limite de l'oropharynx. Alors, ça, c'est le laryngopharynx. Et on a les deux parois latérales de chaque côté qui, dans la vraie vie, ici, on a le prolongement de voile du palais latéralement pour enchasser ou bien pour continuer la tonsille palatine. Normalement, elle est située ici et non pas ici, située là, normalement là, au niveau de la paroi latérale de l'oropharynx. On a fini avec l'oropharynx. En bas, rappelez-vous, on a la troisième partie et la dernière de pharynx qui s'appelle l'hypopharynx ou bien le laryngopharynx. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement derrière le larynx, tout simplement. Ici, le larynx n'est pas schématisé parce que se prolongeant pas là en avant et normalement en arrière du laryngopharynx. En arrière du laryngopharynx, on a le prolongement avec l'œsophage. Alors voilà, ici, on peut bien voir le laryngopharynx. On peut retirer les muscles de pharynx qu'on va étudier tout à l'heure, mais pour bien voir ce qu'on vient de mentionner, on a le laryngopharynx, il est derrière le larynx, ça c'est le larynx. Si on peut, pour bien voir, voilà, ça c'est le larynx. Et ça c'est le laryngopharynx. Ça c'est le larynx. Et on a dit que le larynx, il est situé entre l'os hyoïde en haut. Voilà, ça c'est la limite supérieure, on peut dire, de la laryngopharynx. Et l'épiglotte aussi qui est située en haut. Ça, c'est l'épiglotte. Voilà, l'épiglotte et l'os hyoïde sont les limites supérieures de laryngopharynx. Voilà, on fait revenir le laryngopharynx. Voilà. Et en bas, il se prolonge avec l'œsophage. Voilà. Alors, il a, comme d'habitude, 6 parois. On a une paroi supérieure, pour bien voir, on va prendre une coupe sagittale. Voilà le laryngopharynx. On a dit on a 6 parois. On a une paroi supérieure qui se prolonge en avant, ou bien qui est en regard en avant avec l'épiglotte, tout simplement. Ça, c'est l'épiglotte. C'est un cartilage, l'un des cartilages de larynx. Et une paroi inférieure qui se prolonge en bas avec ça, ce qu'on appelle l'aditus ici on va trouver l'aditus et l'ouverture de larynx, ce qu'on appelle l'aditus laryngé. Et latéralement, on va trouver le réticus périforme. Le voilà, ça c'est le réticus périforme de ce côté. C'est rien que une gouttière, comme vous pouvez voir, une gouttière qui va, on peut dire, faire glisser le bol alimentaire vers. Ici, on va trouver quoi? On va trouver l'œsophage. Voilà. Ça c'est sûr au niveau de on peut dire, la paroi inférieure. On a en avant, on a l'aditus laryngé pour l'ouverture avec le larynx. Et latéralement, on va trouver de chaque côté, on a là le sinus piriforme ou bien le réticus piriforme, et de l'autre côté ici, on va trouver l'autre réticus piriforme. Ce réticus piriforme, c'est une gouttière qui va permettre le passage et le glissement de bol alimentaire vers l'œsophage, qui est juste ici l'œsophage. On a une paroi antérieure. Là, on va trouver quoi antérieurement, rappelez-vous? On va trouver tout simplement le larynx et une paroi
postérieure, là, on a les vertèbres. Et surtout, on va trouver la quatrième et cinquième et sixième vertèbre cervicale dans la vraie vie. Parce que sur cette maquette, c'est pas très, on peut dire exact. Normalement, on a C4, C5 et C6. Et finalement, on a les deux parois latérales. Paroi latérale ici, l'autre paroi de l'autre côté parce que c'est une gouttière qui est fermée latéralement et postérieurement et il est ouvert juste, on peut dire en avant. Ça c'est l'opharynx. Alors latéralement, on n'a pas grand chose à dire, on a juste, rappelez-vous, ce rocissus piriforme, c'est hyper important parce que c'est déjà le site de préférence pour les cancers de l'hypopharynx. Et en bas, on a dit la paroi inférieure, elle va se prolonger en arrière avec l'œsophage. Voilà, comme vous pouvez voir, en haut, on a le pharynx qui est caché par ces muscles qu'on va étudier un par un. On va cacher pour bien voir la continuité de la laryngopharynx en bas. Bien, sa limite inférieure, c'est tout simplement l'ouverture de l'œsophage. Voilà, l'œsophage qui va se continuer avec en bas jusqu'à ici, sous le diaphragme, on va trouver quoi? On va trouver l'estomac. Voilà. Qui est caché par le péritoine. On va enlever le péritoine pour voir. Péritoine pariétal plus péritoine viscéral. Voilà notre estomac. Et si on enlève le diaphragme, on va voir la continuité avec l'estomac. On veut voir. Ça, c'est l'œsophage. Alors voilà, c'est ça pour on peut dire la configuration externe du pharynx. On a détaillé les trois étages. On va passer à la configuration interne. Alors le rôle principal du pharynx, c'est quoi? Le rôle principal, on a dit que il joue des rôles, on peut dire multiples, savoir on a la respiration, parce que se continue avec, rappelez-vous, le larynx, puis le larynx, après le larynx, on va trouver quoi? On va trouver tout simplement la trachée. Voilà, la trachée qui va entrer, on peut dire, dans les poumons. Voilà, ça c'est les poumons. Alors, ça c'est un rôle. Et on a dit qu'il joue un rôle dans l'audition. Pourquoi? Parce qu'on a dit la trompe de Stache, la voici, ou bien la trompe auditive interne. Il va entrer dans la paroi latérale de chaque côté de chaque paroi latérale de nasopharynx. Et on a vu aussi la tonsille. C'est quoi la tonsille? C'est tout simplement un organe qui est lymphoïde, c'est-à-dire il joue un rôle immunitaire. Alors rappelez-vous, dans la paroi supérieure de nasopharynx, on a dit que là on va trouver les tonsilles pharyngiennes, c'est-à-dire il joue un rôle immunitaire. Et il joue un rôle aussi qui est fondatoire parce que il se continue en bas avec le larynx, et dans le larynx on va trouver les cordes vocales, mais le rôle le plus important, la déglutition. Voilà, la déglutition, pourquoi? Parce que ici on a la cavité buccale et on a le bol alimentaire, il va passer par la cavité buccale et puis il va passer par l'oropharynx, et de l'oropharynx il va descendre, il va traverser le laryngopharynx ou bien l'hypopharynx pour arriver par la suite au bol alimentaire. Et pour faire ça, le pharynx doit être occupé, il doit être, on peut dire, armé par des muscles pour faire des mouvements, bien pour faire, on peut dire, progresser le bol alimentaire de la bouche vers l'œsophage. Voilà. Et c'est pour ça, on peut trouver, on peut dire que le pharynx, comme vous pouvez voir, il est musclé. On a des muscles. Voilà, on a beaucoup de muscles pour le pharynx. Et on va détailler chacun de ces muscles qu'on va voir ici. Ce qu'il faut connaître, c'est que les muscles du pharynx, ils sont tous pairs. C'est-à-dire ce qu'on va étudier de chaque côté, d'une seule côté, on va trouver la même chose de l'autre côté, comme vous pouvez voir. Voilà. Un muscle droit et l'autre gauche. Voilà, ils sont tous pairs et sont au total au nombre de 5. Mais ils sont, classés en deux groupes. On a un groupe qui s'appelle les constricteurs et qui est le groupe le plus superficiel. Comme vous pouvez voir, le constricteur moyen, constricteur supérieur et constricteur inférieur du pharynx. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. On a dit que ce sont des muscles pairs. Ces
trois muscles et ils vont cacher le deuxième groupe qui sont les muscles élévateurs de pharynx. Alors, si on cache le moyen, le supérieur et l'inférieur, on va trouver ces deux muscles-là qui sont les muscles élévateurs. Comme vous pouvez voir, les muscles élévateurs de quoi? De pharynx, tout simplement. Alors, sont sous ou bien ils sont cachés par les muscles constricteurs. Voilà, de l'autre côté. Ça ces deux muscles sont les deux pour la partie inférieure, ou bien le constricteur inférieur. Ce sont les constricteurs inférieurs, le constricteur moyen, le constricteur supérieur. Si on cache, on va trouver ces deux muscles. On a dit qu'on a le muscle stylo-pharyngien. Alors, rappelez-vous, on a vu ça dans l'anatomie de la glande parotide. Sinon, comme son nom l'indique, stylo, c'est-à-dire le processus styloïde de l'os. Rappelez-vous quel os? De l'os temporal. Voilà le processus. Ça, c'est le processus styloïde de l'os temporal. C'est celui-là. C'est pour ça que s'appelle ce muscle le muscle stylo-pharyngien. Et sa continuité ou bien sa terminaison, c'est au niveau du pharynx. Alors, on va détailler tout ça par la suite. Et le deuxième muscle des muscles élévateurs de pharynx, on a celui-là qui est le muscle palatopharyngien. Comme son nom l'indique, c'est entre le palais de notre bouche, voilà, entre le palais de la cavité buccale jusqu'à le pharynx, tout simplement. Ça, c'est le pharynx. Et ça, c'est un juste muscle salpingopharynx, mais on va pas l'étudier. On va juste étudier ces deux muscles. C'est pas très très important. Ça, c'est salpingo, c'est par rapport à la trompe auditive ou bien la trompe d'Eustache. Salpingopharynx. Alors, on va étudier chacun de ces 5 muscles. Commençons par les muscles constricteurs, qui est, on peut dire, le plan superficiel musculaire des muscles du pharynx. Alors, tous les muscles constricteurs, les 3 muscles constricteurs, soit supérieurs, bien inférieurs, ou bien moyens, ou bien inférieurs avec ces deux parties, ça, toujours ces deux muscles constituent le muscle constricteur inférieur du pharynx. Alors, ces 3 muscles-là, les trois vont avoir des origines qui sont différentes de l'un de l'autre, mais la terminaison, c'est la même. C'est au niveau, c'est postérieur, là, c'est au niveau de cette ligne-là, qui s'appelle le raphet de pharynx. Tout simplement. C'est le raphet pharyngien ou bien le raphet du pharynx. C'est une ligne qui est médiane, qui est postérieure au pharynx. Voilà. Alors, commençons par le muscle constricteur supérieur. On va voir l'origine et la terminaison qui, rappelez-vous, la ligne ou bien cette ligne qui est médiane postérieure du pharynx, qui est le raphet pharyngien, comme tous les muscles constricteurs du pharynx. Alors là, l'origine, on va l'isoler. On a dit, rappelez-vous, ce sont des muscles qui sont pairs. On a 2 muscles. Constricteur ici gauche et constricteur droit qui est supérieur. Alors l'origine, on a 2 origines. On a au niveau de l'os, bien le processus pterygoïde de l'os sphénoïde, là, juste ici. Et aussi sur la ligne milo-hyoïdienne de l'os mandibule. Voilà. On a 2 origines, comme vous pouvez voir. Ça, c'est une origine, et l'autre, c'est une origine, et l'autre origine ici. Et la terminaison, c'est ici, sur la ligne, la ligne, on peut dire, ou bien le raphet pharyngien. Voilà, qui va unir les 2 muscles. Constricteur supérieur droit et constricteur supérieur gauche. Et puis, après le constricteur supérieur, on a en bas le constricteur moyen. Voilà, le constricteur moyen. Alors, quand vous pouvez voir le constricteur moyen, il va cacher la partie inférieure du constricteur supérieur. Voilà. Alors, on va faire venir notre constricteur moyen. On a dit qu'il va cacher le constricteur supérieur. Et il va se terminer toujours sur le raphet pharyngien, comme pour le constricteur supérieur, en s'unissant avec
son homologue de l'autre côté, qui est le muscle constricteur moyen gauche. Alors là, on va l'isoler pour étudier son origine. Alors ce muscle-là, son origine, voilà, sur la petite corne, ici ça c'est la petite corne, et la grande corne, là voici la grande corne. Rappelez-vous pour l'os hyoïde, elle est formée par un corps, voilà le corps qui est ici en jaune, et deux cornes, deux petites cornes ici, et deux grandes cornes en arrière. Ça c'est la grande corne de l'os hyoïde. Alors, comme vous pouvez voir, l'origine de moyen, ou bien constricteur moyen, c'est au niveau de la grande et petite corne de l'os hyoïde. Voilà l'origine. Ici. La terminaison, c'est là, au niveau du raphet pharyngien. Et plus en bas, on a le dernier muscle constricteur, qui est le muscle constricteur inférieur. Voilà, avec l'autre partie. Alors voilà, le muscle constricteur inférieur. Et ce muscle constricteur inférieur, il va cacher, comme pour le muscle moyen, il va cacher la partie inférieure du muscle constricteur moyen. Voilà. Alors si on cache, on peut voir, voilà, cette partie-là du muscle constricteur moyen, il est caché par le muscle constricteur inférieur. Alors, on va l'isoler pour voir ses origines et sa terminaison. Voilà. Alors, en isolant le muscle constricteur inférieur, on peut voir qu'il a des origines sur les cartilages de larynx. Voilà le cartilage thyroïde et en bas, on a le cartilage cricoïde. Voilà, le cartilage cricoïde, il est originaire, ou bien son origine, c'est sur le cartilage de chaque côté, le cartilage thyroïde. De l'autre côté, pour l'autre muscle qui est de l'autre côté, c'est toujours sur le cartilage thyroïde. Voilà le cartilage thyroïde. Et la terminaison, rappelez-vous, c'est toujours pour les trois muscles constricteurs, c'est toujours sur le raphet pharyngien qui va unir les deux muscles de chaque côté. Le muscle, voilà, de l'autre côté, on a l'autre partie de ce muscle, et là comme origine, le cartilage cricoïde. Voilà, le cartilage cricoïde et la terminaison, c'est le raphet pharyngien. Alors, pour résumer, on a le muscle constricteur inférieur, et là comme origine, et le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. La terminaison, c'est en arrière sur le raphet pharyngien. Alors, on a fini avec les trois muscles constricteurs de pharynx. On va les cacher pour voir. On va trouver les deux muscles qui sont élévateurs de pharynx. Commençons par on peut dire le plus simple, c'est celui-là. C'est le muscle stylo-pharyngien. Alors, le muscle stylo-pharyngien, comme son nom l'indique, il a comme origine, c'est facile, c'est le processus styloïde de l'os temporal. Voilà. Et comme terminaison, comme son nom l'indique, c'est sur le pharynx, surtout normalement sur le fascia. On va voir c'est quoi le fascia pharyngo-basilaire. Et il se termine également sur le cartilage thyroïde, comme vous pouvez voir. Voilà, il va se terminer sur le cartilage thyroïde et sur le fascia pharyngo-basilaire du pharynx. Et puis l'autre muscle, alors ça, rappelez-vous, c'est quoi? C'est le muscle salpingo-pharyngien. Il n'est pas très important, voilà, mais juste pour information, il est juste là, il va renforcer ce muscle qui est le muscle stylo-pharyngien. Et l'origine, c'est au niveau de la trompe d'Eustache. Voilà, la trompe d'Eustache. On va pas détailler ce muscle. On va pas le détailler. Voilà la trompe d'Eustache. Ça, c'est le salpingo-pharyngien. Mais ce qu'on va détailler, c'est celui-là. C'est un muscle, le deuxième muscle élévateur du pharynx, qui est le muscle palato-pharyngien. De l'autre côté, il est caché ici par le constricteur. Les constricteurs. Alors voilà. Tous les muscles du pharynx sont pairs, rappelez-vous. Alors, le muscle palato-pharyngien, comme son nom l'indique, palato, c'est-à-dire, il va avoir son origine au niveau de palais mou. Voilà ici, ou bien le voile du palais. Alors, rappelez-vous ça
c'est le palais dur qui est constitué par les os. Et en arrière, normalement, ici, on va trouver la muqueuse et les muscles qui vont constituer le palais mou. Alors, l'origine de ce muscle palato-pharyngien, c'est au niveau du palais mou. Et la terminaison, c'est le cartilage thyroïde. Alors, le cartilage thyroïde et aussi la paroi pharyngienne, ou bien le fascia pharyngo-basilaire qu'on va détailler par la suite. Alors, voilà le muscle palatopharyngien. Alors, ces deux muscles, le muscle stylopharyngien et le palatopharyngien, ce sont les muscles élévateurs de pharynx. Alors, pour l'anatomie topographique ou bien les rapports du pharynx, les rapports sont faciles ici parce qu'on a déjà, parlé, on a déjà fait un petit mot sur les rapports en étudiant les étages. Alors, prenons cette coupe, rappelez-vous, on a déjà étudié, c'est une coupe sagittale du pharynx. Pour bien voir les rapports du pharynx avec les autres organes en voisinage, on a en haut, le pharynx répond avec quoi en haut? Avec le sphénoïde, bien pour être exact, le corps du sphénoïde. Et plus en arrière, ici normalement, on a quoi? On a l'os occipital. Voilà l'os occipital et le corps du sphénoïde. Ça, c'est en haut. Et en bas, rappelez-vous, on a quoi? En bas, ici, la terminaison du pharynx, on a l'œsophage, tout simplement. Et l'ouverture de l'œsophage, ou bien la limite entre le laryngopharynx et l'œsophage en bas, s'appelle la bouche œsophagienne de Killian, tout simplement. Et puis, les rapports en avant, on a quoi en avant? On a, selon la cavité qu'on a. Alors, en avant, en haut, on a les coines de la cavité nasale. Et pour de sa partie moyenne, on a l'isthme de Gauzier pour la cavité buccale. Et plus en bas, on a quoi? On a le larynx. Et en arrière, on a quoi en arrière? Rappelez-vous, on a tout simplement, on a les vertèbres, mais avant les vertèbres, entre le pharynx et les vertèbres, on a un espace. Voilà. Ces espaces-là, on va les voir sur des coupes qui sont transversales. On a l'espace-là qui s'appelle l'espace rétropharyngien. Voilà, rétro parce que c'est derrière le pharynx. Alors cet espace rétropharyngien, il sépare le pharynx de rachis cervical, tout simplement. Alors ça, rappelez-vous, on a quoi? On a derrière, on a les muscles constricteurs supérieurs, constricteurs moyens, et en bas, le muscle constricteur inférieur, juste ici. Voilà. Alors, ça c'est pour les rapports postérieurs. On a vu les rapports antérieurs, on va finir avec les rapports latéraux. Donc, les rapports latéraux, pour bien les étudier, on doit avoir une coupe axiale qu'on va voir par la suite, ou bien axiale, c'est transversal, et c'est horizontal, c'est la même chose. Alors, pour les rapports latéralement ici, de chaque côté du pharynx, on va trouver, rappelez-vous, on a quoi dans le cou? Parce que, rappelez-vous, le pharynx, c'est quoi? C'est l'un des viscères du cou, c'est-à-dire latéralement. On va trouver les vaisseaux du cou, à savoir l'artère carotide commune, puis l'artère carotide interne, et puis la veine jugulaire. Voilà, la veine jugulaire interne. Et on a également les nerfs, rappelez-vous, les nerfs qu'on a étudiés pour le cou. On a les 4 derniers nerfs crâniens qui sont le 9, c'est le nerf glossopharyngien. Et puis le 10, c'est le nerf vague. Et puis le 11, c'est le nerf accessoire ou bien le nerf spinal. Et finalement, le 12, c'est pour le nerf hypoglosse. Alors, et puis on a aussi le ganglion sympathique, rappelez-vous, le ganglion sympathique cervical supérieur. On va détailler tout ça sur une coupe axiale. Voilà, on va finir finalement avec la vascularisation du pharynx. La vascularisation du pharynx, on va commencer par la vascularisation artérielle. Alors, la vascularisation artérielle du pharynx, elle est assurée tout simplement. Rappelez-vous, latéralement dans le cou, on a dit que on a l'artère carotide commune qui va pas donner des branches collatérales, c'est-à-dire elle va pas participer à la vascularisation de ces structures-là, qui sont les viscères du cou tout simplement. Et on a dit également que l'artère carotide interne, elle va entrer dans le cerveau, comme vous pouvez voir là, pour vasculariser le cerveau.
et non pas le cou, parce que ici, dans son passage dans le cou, il va pas donner des collatérales. Il n'a pas de collatérales. Mais par contre, l'artère carotide externe, c'est elle, on peut dire, qui est responsable de la vascularisation du cou. Comme vous voyez, elle va donner beaucoup de collatérales. Et on l'a déjà étudié, les collatérales, qui sont en nombre de 6. Voilà l'artère carotide externe qui va vasculariser ici notre pharynx. Voilà le pharynx avec ces plusieurs branches qu'on a déjà étudiées, les 6 branches de savoir la branche pharyngie supérieure, et la branche ici, ça c'est la thyroïdienne supérieure, etc. Mais la vascularisation artérielle, on n'a pas que l'artère carotide externe, on a pour le pharynx, on a une participation de l'autre artère principale du corps, c'est l'artère subclavienne. Rappelez-vous, l'artère subclavienne gauche et là l'artère subclavienne droite. Alors l'artère subclavienne, pourquoi? Parce qu'elle va donner une artère qui s'appelle une collatérale qui s'appelle l'artère thyroïdienne inférieure. La voilà, qui va vasculariser et la glande thyroïde, comme son nom l'indique, thyroïdienne, et aussi notre pharynx juste ici. Surtout l'hypopharynx ou bien le laryngopharynx, qui est la partie la plus basse du pharynx. Alors voilà pour la vascularisation. Et pour la vascularisation veineuse, le retour veineux, il est assuré tout simplement par la veine jugulaire interne. Voilà, qui accompagne les vaisseaux, on peut dire, ou bien le réseau artériel carotidien dans le cou, comme vous pouvez voir. Voilà, ça c'est la veine jugulaire interne. Et finalement, on a la vascularisation, bien le drainage lymphatique du pharynx. Il est assuré par les ganglions rétropharyngiens. Voilà, les ganglions, bien les nous rétropharyngiens, qui vont, peut dire, assurer le drainage lymphatique du pharynx. Et ces nous lymphatiques rétropharyngiens, ils vont se drainer dans quoi? Dans le réseau lymphatique, ici le réseau lymphatique interne, jugulaire interne, qui accompagne bien entendu là, si on fait revenir l'artère, bien la veine, on a la veine jugulaire interne. Voilà pour la vascularisation lymphatique. Et finalement, on va passer à l'énervation. Alors, l'énervation de notre pharynx, il est assuré par 2 nerfs. On a le nerf, comme son nom l'indique, glossopharyngien, enfin juste ici. Voilà, le nerf glossopharyngien. Voilà. Il va vasculariser, comme vous pouvez voir ici, le pharynx. Et on a ce nerf-là ici, c'est le nerf 10. Bien, le nerf vague. Voilà, les 2 branches, ou bien les 2 nerfs crâniens qui vont vasculariser le pharynx. Alors là, c'est le ganglion sympathique cervical supérieur qui va assurer la vascularisation sécrétoire ou bien sympathique de notre pharynx. Là. Alors, on a les 2 nerfs crâniens et on a le ganglion sympathique cervical. Alors voilà, sur cette coupe sagittale, on a ici la face et le cou. On peut bien voir notre pharynx, voilà, qui se prolonge de la cavité nasale par le nasopharynx. Sa limite, c'est le palais mou. Voilà, tout ça, c'est de nasopharynx. Alors ça, cette ouverture-là entre la cavité, ou bien la fosse nasale et le pharynx s'appelle la couenne. Et puis, on a là le début de l'oropharynx on a dit jusqu'à l'épiglotte, rappelez-vous. Jusqu'à l'épiglotte, ou bien jusqu'à la base, ou bien la racine de la langue. Ça, c'est la fin de l'oropharynx. Et là, on va trouver la cavité buccale. Et ça, c'est, appelez-vous, la tonsille palatine.
qui est là au niveau latéral du palais mou. Ça c'est le palais mou, rappelez-vous, ça c'est le palais mou, ce sont les muscles du palais mou. Ça c'est la muqueuse ici en blanche. Ce qui est blanche ici c'est la muqueuse. Et ça c'est le palais dur. Et là la racine de la langue. Et ça on a dit les arcs de palais ou bien les arcs de voile du palais, les voilà qui délimitent, on a dit la tonsille palatine. Alors, si on finit par la partie inférieure et terminale de pharynx, c'est celle-là, voilà, qui s'appelle tout simplement l'hypopharynx ou bien laryngopharynx. Pourquoi? Parce que elle est derrière le larynx. Voilà le larynx qui va se continuer en bas jusqu'ici, jusqu'à le cartilage cricoïde, qui est la limite du larynx pour donner suite à la trachée. Ça, c'est la glande thyroïde, tout simplement. Alors, ici, ce qu'il faut retenir, que on peut dire la limite inférieure de tout le pharynx, c'est tout simplement l'œsophage. Voilà, ça c'est l'œsophage, comme vous pouvez voir. C'est un canal, ou bien c'est une gouttière qui est très, très étroite par rapport au pharynx. Voilà. Alors, on va détailler ici, on va commencer par le nasopharynx, comme vous pouvez voir. Alors, on a dit que sur son paroi supérieure, on va trouver quoi? Normalement, ici, juste ici, on va trouver la tonsille pharyngienne, qui n'est pas schématisée là, mais juste ici sur la paroi supérieure. Et sur la paroi latérale, on peut voir si ça, c'est la paroi latérale, une côté de la paroi latérale. L'autre paroi latérale, c'est sur l'autre coupe sagittale. Alors, sur la paroi latérale, on a dit quoi? On a l'ouverture, vous pouvez voir là, l'ouverture de la trompe auditive interne pour faire communiquer bien le pharynx avec l'oreille moyenne. Alors là, c'est ce qu'on appelle le mia, tout simplement, ou bien l'ostium pharyngien de la trompe auditive interne, ou bien de la trompe d'Eustache. Alors c'est ça, ce sont les particularités, on peut dire, de notre nasopharynx. Pour l'oropharynx, on a dit que dans la paroi latérale, on va trouver la tonsille palatine. La tonsille palatine qui appartient normalement à la cavité buccale. Et on a dit aussi que là, on va trouver ce qu'on appelle l'isthme de Gauzy. Ça, c'est l'isthme de Gauzy qui est délimité, rappelez-vous, par quoi? Par en bas, la racine de la langue. Et latéralement, on a les piliers du palais, ou bien du val du palais. Et, on peut dire postérieurement, ou bien en arrière, par cette partie qui est centrale du palais, qui est l'ovule. Rappelez-vous, ça c'est l'ovule. Alors, c'est ça pour cette paroi, ou bien cette partie de pharynx qui est en vert ici. Et puis, juste ici, au niveau de l'épiglotte, le début de l'épiglotte, rappelez-vous, l'épiglotte, c'est un cartilage parmi les cartilages du pharynx. On a l'épiglotte, on a le cartilage thyroïde et on a le cartilage cricoïde. Alors, pour la partie inférieure, la plus inférieure du pharynx, qui s'appelle tout simplement l'hypopharynx ou bien le laryngopharynx. On n'a pas beaucoup de choses à dire. Juste ici, normalement, latéralement et dans sa partie inférieure, on va trouver ce qu'on appelle l'orifice périforme qui va être le siège préférable pour les cancers ici. Juste ici. Alors, on a en bas, ça c'est la bouche de Kilian pour faire prolonger en bas l'œsophage. C'est la limite entre le pharynx et l'œsophage. Et là, ça, c'est la trachée, tout simplement. Alors, voilà les vertèbres, rappelez-vous. Alors, on a dit que le nasopharynx, il est en avant de la première. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième vertèbre. Ça, c'est la première vertèbre. Ça, c'est l'atlas et ça, c'est l'axis. Alors, c'est-à-dire entre les deux, voilà, comme vous pouvez voir. Et on a dit que l'oropharynx, ça, c'est l'oropharynx, il est en avant de C2, C3. Rappelez-vous, ça c'est C2, ça c'est C3. Voilà. Et puis, en bas, c'est-à-dire après C3, on va trouver là le début de laryngopharynx qui est en avant par rapport à C4, C5 et C6. Ça c'est C6. C6, c'est la terminaison et le début de l'œsophage. Et voilà la base du crâne en haut. On a dit que la limite supérieure de notre pharynx,
elle est la base de crâne formée par le corps du sphénoïde. Ça, c'est le corps sphénoïde. Et par ça, c'est une partie de l'os occipital. Ça, c'est la limite entre le sphénoïde et l'os occipital. Rappelez-vous, ça, c'est l'os frontal, tout simplement, qui, ton rapport avec ça, c'est l'ethmoïde. Et puis ça, c'est le sphénoïde qui est derrière l'ethmoïde. Alors voilà, ça, c'est une vue qui est, comme vous pouvez voir, elle est postérieure. Voilà, on est en arrière au pharynx et on a enlevé les vertèbres pour voir le pharynx. Alors le pharynx ici, on a fait quoi? On a ouvert, vous pouvez voir, le pharynx normalement, il est fermé en arrière et il est ouvert en avant. Mais ici, pour bien voir ce qu'on a à l'intérieur du pharynx, on a ouvert sa paroi postérieure qui est normalement fermée. Voilà, et ça c'est la paroi latérale, notre paroi latérale de l'autre côté, et la paroi antérieure qu'on a dit qu'il a des ouvertures ici qui sont irrégulières. Alors, comme vous pouvez voir, il faut être systématique. On a 3 étages. On a l'étage en rouge. Ça, c'est le nasopharynx. Voilà les coines. Ça, c'est la coine, puisqu'on est derrière le pharynx, c'est-à-dire notre droite. C'est la droite du patient, bien de cette image. Alors, ça, c'est la coine droite. Ça, c'est la coine gauche. Et ça, c'est le vomère, normalement, entre les deux, qui va séparer les deux coines de chaque fosse nasale. Alors voilà, on va commencer par la description de la configuration externe du pharynx ou bien de nasopharynx ou bien le cavum, tout simplement. Alors là, rappelez-vous, on a 6 parois pour chaque partie du pharynx. Alors la partie supérieure, on a 6 parois. La paroi supérieure, rappelez-vous, elle est en rapport avec la base du crâne. Ça, c'est la base du crâne. Et là, on va trouver dans sa paroi supérieure, on va trouver quoi? On va trouver la tonsille pharyngienne. Alors voilà, ça c'est la tonsille pharyngienne. C'est un organe lymphoïde, rappelez-vous. C'est pour ça que on dit que le pharynx joue un rôle immunitaire. C'est grâce à sa tonsille, qui est la tonsille pharyngienne, dans la paroi supérieure du nasopharynx. Par la suite, toujours dans le nasopharynx, on a dit qu'on a une paroi supérieure et on a une paroi inférieure. Alors la paroi inférieure, c'est formée tout simplement, ça c'est le palais mou. Voilà, le palais mou ou bien le voile du palais, et ça c'est l'ovule. Alors ça c'est la limite inférieure et ce qu'on appelle aussi la paroi inférieure du nasopharynx. Elle est ouverte avec pour se continuer en bas avec l'oropharynx. Et on a dit également que appelez-vous, entre le nasopharynx et l'oropharynx, on a quoi? On a un sphincter ou bien qui s'appelle l'isthme pharyngien qui sépare les deux parties, et c'est très très important pour qu'il empêche le passage les aliments de la cavité buccale ou bien de l'oropharynx vers le nez. Et voilà, c'est ça, lors de la déglutition, il va se fermer cet isthme-là, l'isthme pharyngien. Alors, ça c'est pour la paroi inférieure. On a dit qu'on a une paroi qui est antérieure, une paroi postérieure. Alors là, on peut voir la paroi antérieure qui est ouverte et qui est en continuité avec la cavité nasale grâce à la coine. Voilà la coine. Voilà, ça c'est la coine gauche et ça c'est la coine droite. Alors ça c'est la paroi antérieure. Et pour la paroi postérieure, normalement elle est fermée. Voilà, elle est fermée. Mais ici on peut dire coupé. Et on a ouvert la paroi postérieure. Et là, on n'a rien, on a juste les vertèbres. On a dit qu'on a retiré les vertèbres pour bien voir. Voilà, comme vous pouvez voir, ici on a les vertèbres. On a la première vertèbre cervicale qui est l'atlas et la deuxième vertèbre cervicale qui est l'axis. Voilà, tout simplement. Puis on a dit qu'on a les 2 parois qui nous restent, ce sont les parois latérales. Alors voilà qui sont fermées normalement ici. Et là, la paroi latérale de nasopharynx, elle est hyper importante. Alors voilà. Juste ici, on va trouver l'ouverture pour la trompe auditive ou bien l'ostion pharyngée pour la trompe auditive interne. Et latéralement de cette ouverture-là, on va trouver cette gouttière, on peut dire. Voilà, cette gouttière-là, qui est l'orifice pharyngien. Alors, il ne faut pas confondre l'orifice pharyngien avec l'orifice, rappelez-vous, en bas. Ça, c'est l'orifice périforme. Alors ça, c'est l'orifice périforme qui est dans la paroi inférieure de l'hypopharynx ou bien le laryngopharynx, alors que dans la paroi latérale du nasopharynx, on va trouver l'orifice pharyngien, tout simplement. Alors voilà, c'est ça pour
le nasopharynx, on va passer en bas, on va trouver quoi? On va trouver l'oropharynx. Alors l'oropharynx qui a 6 parois, comme pour chaque étage. Alors les 6 parois, on commence par toujours la paroi supérieure. La paroi supérieure, comme vous pouvez voir, elle est ouverte et se communique avec l'oropharynx en haut, au niveau de l'isthme du pharynx. Juste ici, on va trouver l'isthme du pharynx. Et cette paroi, c'est toujours la paroi supérieure. Elle est formée par le voile du palais. Voilà, le voile du palais ou le palais mou, qui est centré par cette extension du muqueuse qui s'appelle tout simplement l'ovule. Et latéralement du palais, on va trouver des extensions toujours du palais mou qui forment des arcs. Voilà, on a un arc aussi qui est antérieur et l'arc postérieur qui vont délimiter cette fosse pour la tonsille palatine. Voilà, la tonsille palatine. Alors ça c'est pour la paroi supérieure. Et on a la paroi inférieure en bas. En bas, et se continue, rappelez-vous, avec le laryngopharynx au niveau de l'os, au niveau de l'épiglotte ici. Ça c'est l'épiglotte qui est tapissée par la muqueuse. Et là voilà, pour être plus clair. Alors ça, c'est la limite entre l'oropharynx et le laryngopharynx en bas. Et c'est en regard de l'os hyoïde. Ça, c'est l'os hyoïde qui est coupé, comme vous pouvez voir. Alors, pour la paroi antérieure, bien en avant, on va trouver quoi? On va trouver l'ouverture qui s'appelle l'isthme de Gousier. Voilà. Alors, ça, c'est l'isthme de Gousier. On a dit que on a l'ovule. Ça c'est l'ovule. Et les deux arcs. Ça, c'est un arc qu'on peut voir, c'est l'arc antérieur et l'autre l'arc, le voilà, l'arc postérieur. Alors, l'arc antérieur et l'arc postérieur du voile du palais avec l'ovule, ils vont délimiter avec la racine de la langue une ouverture qui s'appelle tout simplement l'isthme de Gousier, qu'il faut communiquer la cavité buccale avec l'oropharynx en arrière. Alors voilà, ça, c'est tout simplement, ça c'est la racine de la langue, ça c'est la racine de la langue. Et ça, cette ouverture-là, comme vous pouvez voir là, c'est l'isthme de Gousier. Et là, les tonsilles palatines latérales. Alors pour la paroi postérieure, c'est pas spécial, on a juste, elle est fermée normalement. Et on a quoi? On a les vertèbres, surtout C2 et C3. Voilà, C2 et C3 qui ont derrière l'oropharynx. Alors là, normalement, on a les vertèbres et on a ça, ça c'est fermé normalement. Normalement, c'est comme ça, elle est fermée. Mais on a ouvert et on a enlevé les vertèbres pour bien voir le pharynx à l'intérieur. Alors, il nous reste les parois latérales. Alors, les parois latérales, juste ici, c'est simple. On a quoi là? Ce qui est spécial là, c'est la tonsille palatine. Voilà, qui est latérale. Voilà, la tonsille palatine, c'est dans la paroi. Ça, c'est la paroi latérale. Voilà, la paroi latérale de notre oropharynx. Et là, on n'a pas dit, mais normalement dans la paroi inférieure de l'oropharynx, on a les tonsilles. Rappelez-vous, ça c'est la racine de la langue. Et dans la racine de la langue, on va trouver les tonsilles linguales. On va trouver les tonsilles linguales ici. Voilà. Alors, c'est-à-dire, on a les tonsilles pharyngiens ici, et latéralement là, dans l'oropharynx, on a les tonsilles palatines, et au niveau de l'isthme de Gousier, ou bien au niveau en bas, on va trouver dans la racine de la langue, là, les palatines, ou bien les tonsilles linguales par rapport à la langue. Et les tonsilles sont appelés anciennement les amygdales. Alors ça, c'est normalement amygdale pharyngienne, amygdale palatine, et amygdale linguale. Voilà la tonsille qui est délimitée par, ça c'est l'arc antérieur ou bien l'arc qui s'appelle également l'arc palato-lingual parce que ça c'est la langue, ça c'est le palais. Et ça c'est antérieur. Et postérieur, on a un autre arc qui est là, il s'appelle l'arc palato-pharyngien. Voilà, parce que c'est continu avec le pharynx. Alors ces deux arcs qui se prolongent de palais mou, ils vont délimiter la tonsille, ça c'est la tonsille palatine. Voilà la tonsille palatine délimitée par les deux arcs. Ça c'est l'arc postérieur et l'arc antérieur il est juste ici avec la langue. Alors on a fini avec l'oropharynx. On passe ce qui est en bas. Alors ça en bas c'est tout simplement le laryngopharynx. Le laryngopharynx, le début c'est l'épiglotte. Voici l'épiglotte.
Et il se continue en bas avec, ça c'est l'œsophage. Alors en avant, on a quoi ça? C'est la trachée. Ça c'est la trachée en avant et en arrière, on a l'œsophage et le pharynx. Alors, on a quoi ici? On a en avant, normalement, on va trouver le larynx, et ça c'est le laryngopharynx. Et en bas, on va trouver la trachée qui est en avant de l'œsophage. Voilà, l'œsophage, c'est la continuité en bas du pharynx. Alors là, on a toujours, comme d'habitude, ces parois. La paroi supérieure, elle est facile. Elle est formée en avant par quoi? Par l'épiglotte. Voilà, elle est formée en avant par l'épiglotte. Et en arrière, on va trouver, ça c'est l'épiglotte, voilà, l'épiglotte qui est en avant. Et en arrière, on va trouver cette plie, ou bien ce pli, ou bien cet arc-là, qui s'appelle tout simplement le pli arrêt épiglottique. Pourquoi l'arrêt? Parce que ça, c'est normalement, c'est le tubercule corniculé, et puis on va trouver aussi la rétinoïde. Ça on va étudier on va les étudier pour le larynx. Sinon, rappelez-vous que juste ici, on a arrêt épiglottique. Ça, c'est le pli arrêt épiglottique qui est en arrière de l'épiglotte. Voilà. Au niveau de la paroi supérieure de notre oropharynx, dans l'ouverture de laryngopharynx. Alors, puis, pour la paroi inférieure, alors c'est ça la paroi inférieure. La paroi inférieure de laryngopharynx est hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture tout d'abord de notre larynx en avant. Et latéralement, on va trouver quoi? On va trouver cette gouttière de l'autre côté, voilà, notre gouttière. Ces gouttières-là qui s'appelle l'orifice périforme de pharynx. Alors ça, c'est une structure hyper importante. Il faut toujours se rappeler de cette structure-là. Alors c'est ça pour la paroi inférieure. Voilà, pour la paroi inférieure, on a également le tubercule corniculé. Voilà, ça c'est le tubercule corniculé. Ça c'est l'aditus laryngé. Ouverture de larynx. Larynx en avant. Et l'œsophage en arrière. Alors par la suite, on a en arrière, on a l'ouverture avec la continuité ouverte avec l'œsophage et la limite entre les deux s'appelle la bouche de Killian, juste ici. La bouche de Killian. Alors là, on a fini avec la paroi inférieure, on va passer aux parois antérieures. Paroi antérieure, comme vous pouvez voir, elle est ouverte avec le larynx, tout simplement. On n'a pas grand-chose à dire ici. Sinon, pour la paroi postérieure, la même chose. Elle est en regard avec ça, c'est C3, C5 et le début du C6. Voilà, le début du C6. Et là, c'est la bouche de Killian. Pour finir, on a les parois latérales. Les parois latérales de larynx, on n'a pas grand-chose à dire ici. Les parois latérales de laryngopharynx. Il faut juste se rappeler de l'orifice qui est en bas, le orifice périforme. Alors voilà, sur cette image, c'est la même chose, la même vue, c'est une vue postérieure et on a ouvert la paroi postérieure du pharynx pour voir ce qu'on a ici. On a le nasopharynx, puis l'oropharynx, puis en bas le laryngopharynx et en bas on a la terminaison bien le pharynx se prolonge avec l'œsophage. Le voici, ça c'est l'œsophage que vous pouvez voir. Alors on avait les coines et on a vu l'isthme de Gauzier et on a vu également l'ouverture de trachée qui s'appelle l'aditus de larynx. Voilà l'aditus de larynx et voilà les plis arrêt épiglottique parce que ça c'est l'épiglotte. Et ça, rappelez-vous, c'est quoi? C'est l'orifice périforme. Et là en haut, on a l'orifice ici qui est latéral à l'ostium pharyngien. Ça c'est l'ostium pharyngien, cette ouverture-là. Voilà l'orifice pharyngien. De l'autre côté, l'orifice pharyngien. L'orifice pharyngien qui est latéral à l'ostium pharyngien de la trompe auditive, tout simplement. Alors c'est ça, ce sont les tonsilles palatines et là les tonsilles linguales et en haut, juste ici, voilà, on va trouver les tonsilles pharyngiennes. Et ça c'est la base du crâne comme vous pouvez voir. Alors et là c'est la mandibule, c'est la mandibule.
Alors, on va passer, ça c'est la configuration externe de larynx. On va passer à la configuration interne du pharynx. Et de l'intérieur à l'extérieur, le pharynx, il est tapissé par la muqueuse. Voilà, ça, ce qu'on vient d'étudier, c'est la muqueuse. Ce qui est rose ici, c'est la muqueuse pharyngienne ou bien la muqueuse du pharynx. Puis en dehors, on va trouver quoi? On va trouver un squelette fibreux qui est formé par le fascia, un fascia qui est, on peut dire, qui est profonde, qui sépare la muqueuse des muscles de pharynx. Ça, ce fascia-là s'appelle le fascia pharyngo-basilaire. Alors juste, on peut dire, il est juste en dehors de la muqueuse, on va trouver ce fascia. Puis on va trouver les muscles qu'on vient d'étudier, les constricteurs et les élévateurs. Et en dehors de ces muscles, c'est-à-dire ça, la couche ici, ce sont les muscles en blanc, c'est ce qui est blanche. C'est le fascia, ça, le fascia interne, c'est le fascia pharyngo-basilaire. Puis à l'extérieur des muscles, on peut dire la couche la plus externe de pharynx, c'est un autre fascia qui est le fascia qui tapisse d'une façon extérieure les muscles de pharynx. Il s'appelle le fascia bucco-pharyngien, tout simplement, et qui va séparer le pharynx des autres organes de voisinage dans le cou. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a les muscles, rappelez-vous, les muscles du pharynx. Et là, c'est le raphet pharyngien. Et puis ici, ça, ce qui tapisse d'une façon interne, c'est-à-dire qui sépare la muqueuse, ça c'est la muqueuse. On a l'intérieur, la face interne du pharynx, c'est la muqueuse. Ce qui sépare la muqueuse de ces muscles, on a le fascia, c'est celle-là, en blanche ici, c'est le fascia pharyngo-basilaire. Pourquoi? Parce que ce fascia pharyngo-basilaire, il se fixe en haut sur la base du crâne. C'est pour ça qu'il s'appelle le pharyngo-basilaire par rapport à la base du crâne. Voilà. Et c'est ce fascia-là, le fascia pharyngo-basilaire, c'est elle qui va faire maintenir la muqueuse ouverte, ou bien la muqueuse de la pharynx ouverte pour former la l'isthme de Gaussier, les coins, etc. Voilà. Ça, c'est une vue qui est postérieure, qu'on a déjà vue. Voilà les trois étages. Ça, c'est la muqueuse qui est ici rose. Ça, c'est la muqueuse. Et en dehors de la muqueuse, juste en dehors de la muqueuse, on va trouver le premier fascia qui est le fascia pharyngo-basilaire. Là, voilà. Ça, c'est le fascia pharyngo-basilaire. Voilà. Qui, on peut dire, qui est recouverte par les muscles. Et puis, ces muscles-là, c'est une couche, ils forment la couche musculaire du pharynx. Et en dehors de ces muscles, bien, ces muscles eux-mêmes sont recouverts par un autre fascia. C'est le fascia externe, le voici ici. Ici, ça c'est le fascia bucco-pharyngien. Ça, c'est le fascia interne qui s'insère sur la base du crâne. C'est le fascia pharyngo-basilaire et qui est recouvert par les muscles. Voilà. Ça, c'est le muscle, rappelez-vous, les constricteurs. Ça, c'est le raphet pharyngien. Voilà, sur cette vue latérale, la même chose. Ça, c'est le fascia. Juste, si on retire ce fascia-là, on va trouver la muqueuse. Ça, le fascia pharyngo-basilaire qui va tapisser la muqueuse et qui va la séparer de ces muscles. Voilà. Et puis, ces muscles-là sont couverts par l'autre fascia, qui est le fascia pharyngo-buccal. Alors là, on a, rappelez-vous, les muscles de pharynx qui sont de deux plans, ou bien en deux groupes. On a là, ça c'est un groupe externe qui est formé par les constricteurs, le constricteur inférieur, puis le constricteur moyen, et en haut, on a le constricteur supérieur. Et chacun de ces muscles, il va recouvrir la partie inférieure de l'autre muscle. Par exemple, le constricteur inférieur, il va recouvrir une partie de muscle constricteur moyen, et le constricteur moyen, il va recouvrir une partie de muscle constricteur supérieur. Si on enlève, comme vous pouvez voir là, on a coupé ces muscles, les constricteurs, pour voir ce qu'on a à l'intérieur, on a quoi? On a l'autre plan qui est profond par rapport à le premier. Ce sont les muscles élévateurs du pharynx en nombre de 2. Ça, rappelez-vous, c'est quoi? C'est les muscles palataux, parce que ça c'est le palais, le muscle palato pharyngien, tout simplement. Et celui-là, c'est le muscle, ça c'est un muscle du palais. Et ça, rappelez-vous, c'est la trompe d'Eustache. Et ça c'est le muscle salpingo-pharyngien. Voilà, qui va juste renforcer le muscle palatopharyngien.
Et en bas, on va trouver, ça normalement, c'est pas très clair, mais c'est le muscle stylo-pharyngien. Voilà. Ça, c'est le muscle stylo-pharyngien. Le voilà. Et s'il est caché, voilà celui-là, c'est le muscle stylo-pharyngien. Ça, c'est le processus styloïde de l'os temporal. Voilà sur cette image. Ça, c'est le graphe midi. On a ici la terminaison de tous les muscles constricteurs, constricteur inférieur, constricteur moyen, puis constricteur supérieur. Et voilà, on peut voir ici une partie du muscle stylo-pharyngien. Et là, on a la même chose. Et on a le fascia qui recouvre tous ces muscles, les constricteurs et les élévateurs. C'est le fascia externe, c'est le fascia bucco-pharyngien. Et puis, à l'intérieur de ces muscles, on va trouver un autre fascia qui va taper, c'est la face profonde, on peut dire, des muscles de pharynx, qui est celui-là. Voilà, qui est recouvert par les muscles. C'est le fascia pharyngo-basilaire par rapport à la base du crâne. Voilà, la même chose ici. Ça, c'est le fascia pharyngo-basilaire qui est tapé sur la face profonde des muscles. Et puis, ces muscles-là, ils vont être recouverts par un autre fascia qui sépare le pharynx des autres organes du cou, qui est le fascia bucco-pharyngé. Alors, passons à l'anatomie topographique ou bien les rapports du pharynx avec les autres organes. Alors, rappelez-vous, ça c'est quoi? C'est tout simplement une coupe transversale du cou, voilà. Et là, on a la structure la plus postérieure, c'est tout simplement la vertèbre cervicale. Et puis, en avant, on va trouver la première structure, c'est le laryngopharynx, parce que ça, c'est une coupe de la 5e vertèbre cervicale. C'est-à-dire, on est déjà dans le niveau du laryngopharynx, parce que rappelez-vous, le laryngopharynx, il est en avant de 3e, il est en avant de 4e, 5e et 6e vertèbre cervicale. Et au-delà de 6e vertèbre cervicale, on est dans l'œsophage et dans la trachée. Et logiquement, voilà cette structure-là qui est pointée, c'est tout simplement le larynx, voilà. Et pour être exact, ce qui est ici bleu, c'est un cartilage de larynx qui est plus, puisqu'on est dans C5, c'est le cartilage cricoïde qui est fermé, comme vous pouvez voir, c'est un anneau fermé, alors que le cartilage thyroïde, il est ouvert en arrière. Alors, ce qui est ici en orange et qui entoure le pharynx et se termine sur le cartilage cricoïde, c'est tout simplement le muscle constricteur et surtout le muscle constricteur inférieur, parce qu'on est déjà en bas, c'est au niveau de C5, c'est-à-dire il s'agit du muscle constricteur inférieur du pharynx. Et là, on va trouver latéralement quoi? On va trouver les glandes thyroïdes, rappelez-vous. Alors voilà la glande thyroïde qui va surtout entourer le cartilage cricoïde avec le trachet, ou bien les anneaux qui forment le cartilage du trachet, tout simplement. Elle ne va pas entourer d'une façon, on peut dire, très importante le cartilage thyroïde, juste une partie du cartilage thyroïde, mais surtout, c'est le cartilage cricoïde qui l'entoure. Et là, voilà l'axe vasculaire du cou qui est formé ou bien, par une gaine, ça c'est la gaine carotidienne, qui englobe et l'artère carotide. L'artère carotide commune ou bien l'artère carotide primitive, c'est la même chose. Alors rappelez-vous, on est dans ces axes, c'est-à-dire on est en bas, dans la partie inférieure du cou, on peut dire, on est avant la division de l'artère carotide commune en artère carotide interne et artère carotide externe. Et la veine jugulaire interne, entre les deux, rappelez-vous, on va trouver quoi? On va trouver le nerf vague, ou bien le nerf crânien, le 10e nerf crânien, le nerf 10. Alors ça, c'est le nerf vague. Ça, c'est latéralement. Et on va trouver également la chaîne sympathique cervicale supérieure. Voilà. Et les 4 nerfs crâniens. Voilà sur cette coupe axiale du cou. Pour voir qui va passer par la cavité buccale, on peut voir ici la langue. Voilà la langue, on peut voir. Et latéralement, on a les glandes. Rappelez-vous, ça c'est la glande sublancale, elle est sous la langue. Et latéralement, on va trouver la langue, ou bien la glande submandibulaire, qui est sous la mandibule. Et latéralement, superficiellement, on va trouver la glande parotide. Voilà, on a vu tout ça dans l'anatomie des glandes salivaires. Alors, c'est quoi ça, à votre avis? Voilà, qui est en avant de la vertèbre cervicale, c'est tout simplement l'oropharynx.
Ça, c'est l'oropharynx qui est derrière la cavité buccale. Alors, l'oropharynx, comme vous pouvez voir derrière, on va trouver la vertèbre dont elle est séparée par un espace. Cet espace-là s'appelle l'espace rétropharyngien. Voilà ça, c'est l'espace rétropharyngien. Ça, ce sont des muscles prévertébrales qui appartiennent aux vertèbres. Et là, ça, c'est la lame prévertébrale. Alors ça, c'est l'espace rétropharyngien. Et là, on a les muscles de pharynx. Et ça, le fascia, là, rappelez-vous, c'est quoi? C'est le fascia bucco-pharyngien, qui est appelé, on a dit, la face externe des muscles. Et la face interne des muscles, juste ici, on va trouver le fascia pharyngo-basilaire, qui sépare la muqueuse du pharynx de ces muscles. Et latéralement, on a dit, latéralement par rapport au pharynx, on va trouver quoi? On va trouver une loge ici, c'est la loge carotidienne qui regroupe l'artère carotide. Ici, on est déjà en haut, c'est-à-dire c'est l'artère carotide interne. Et on a la veine jugulaire interne et entre les deux. Et postérieurement, on va trouver le nerf vague. Ça, c'est le nerf 10. Et on a les autres nerfs, les autres 3 nerfs qui nous restent sont les nerfs terminaux ou bien les derniers nerfs crâniens. C'est le nerf 9. Voilà. C'est le plus interne. C'est le nerf glossopharyngien. C'est le nerf le plus interne. Et puis ça, on a déjà dit, c'est entre les deux vaisseaux, entre la carotide interne et la jugulaire interne, on a le nerf vague qui est postérieur. Et on a le nerf hypoglosse qui est le plus externe par rapport au nerf. Ça, c'est le nerf 12. Ça, c'est le nerf 9. Et puis ça, un nerf, c'est le plus, on peut dire le plus en dehors, le plus externe, qui est en dehors de la veine jugulaire, c'est le nerf accessoire. Pourquoi il est externe par rapport à toute structure? Parce qu'il va énerver, rappelez-vous, le muscle, ça, c'est le muscle sternocléidomastoïdien, rappelez-vous, et le trapèze qui est juste ici. Ça, c'est le trapèze. Ces deux muscles sont énervés par ce nerf qui est le nerf accessoire, c'est le nerf 11 des nerfs, ou bien c'est le nerf 11 des nerfs crâniens. Bien qu'il s'appelle également le nerf accessoire. Voilà. Alors voilà les 4 nerfs. On a le nerf vague, c'est le nerf 10. On a le nerf accessoire, c'est le nerf 11. Et on a le plus interne, c'est le nerf 9, c'est le nerf glossopharyngien. Et là, juste ici, on va trouver le nerf hypoglosse. Et il ne faut pas oublier qu'on a un ganglion. Voilà, c'est le ganglion cervical supérieur qui vascularise de façon sympathique. Voilà, ça, c'est le ganglion sympathique cervical supérieur. Voilà, de l'autre côté, la même chose. Alors ça, c'est pour les rapports. On a vu le rapport postérieur et les rapports latéraux de notre pharynx. Voilà, sur cette coupe axiale, toujours bien transversale ou bien horizontale, c'est la même chose. On peut voir bien ici qu'on est dans le nasopharynx, parce que si on a le nez, comme vous pouvez voir, la cavité nasale, cette cavité nasale, l'autre cavité nasale, ça c'est tout simplement le cartilage alaire. Et normalement, latéralement, on va trouver le cartilage latéral, tout simplement. Et là, ça c'est le septum nasal, avec une partie cartilagineuse et une partie osseuse, qui sépare les deux fosses nasale. Ça, c'est l'os de cornée inférieur de la cavité nasale, tout simplement. Alors, en arrière, on va trouver les couannes qui sont séparées par le vomère et qui séparent la cavité nasale de ce qu'on peut voir là. Ça, c'est le nasopharynx. Ça, c'est quoi? C'est le palais mou qui sépare tout simplement en haut, on va trouver la cavité nasale et en bas, on va trouver là, normalement en bas, on va trouver la cavité orale. Et latéralement, rappelez-vous de palais mou, on a les tonsilles palatines. Et centralement, on peut dire, on a l'ovule du palais mou ou bien du voile du palais. Alors, c'est ça notre pharynx. On a dit ça, c'est la muqueuse qui est tapissée tout d'abord par un fascia, c'est le fascia pharyngo-basilaire, c'est le fascia profond qui sépare les muscles de la muqueuse. Ça, ce sont les muscles du pharynx. Et puis, en dehors de ces muscles, on va trouver un deuxième fascia, c'est celui-là, qui sépare le pharynx de autres organes dans le cou. Alors, ce fascia-là, il délimite avec le fascia prévertébral, qui est en avant de la vertèbre,
il délimite avec elle, ou bien avec lui, un espace qui s'appelle l'espace rétropharyngien, tout simplement. Et latéralement du pharynx, on va trouver quoi? Puisqu'on est en haut, c'est-à-dire on est déjà dans l'artère carotide interne, voilà l'artère carotide interne, et la veine jugulaire interne qui toujours accompagne d'une façon externe l'artère carotide interne. Et entre les deux et en arrière, on va trouver le nerf vague. Voilà, c'est le nerf 10. Et voilà, ça c'est juste la glande parotide ici, qui est très superficielle, c'est la peau. La peau. Et sous la peau, on va trouver cette glande. Sur cette coupe, on peut voir ici la langue, la cavité buccale, et en arrière, on a quoi? On a l'oropharynx, et latéralement, on va trouver la tonsille palatine. Ça, ce sont les muscles. Ils sont tapissés en arrière par le fascia externe du pharynx, qui est le fascia buccopharyngien, qui sépare le pharynx de la vertèbre. La vertèbre est tapissée elle-même par un autre fascia, qui est la fascia prévertébrale. Et ce fascia, ou bien cette lame, avec le fascia buccopharyngien, ils vont délimiter l'espace rétropharyngien. Alors là, c'est une vue antérieure du pharynx et on a enlevé le larynx et la trachée pour bien voir le pharynx qui est derrière ces deux structures. Et on peut bien voir, ça c'est l'épiglotte, ça c'est l'os hyoïde, c'est-à-dire on est dans la partie, appelez-vous quelle partie? La partie hypoglottique. Parce qu'en haut, on va trouver l'oropharynx et le nasopharynx en haut. Parce que l'épiglotte, il va séparer l'oropharynx de l'hypopharynx ou de laryngopharynx. Alors ici, on va voir la vascularisation artérielle de notre pharynx qui est assurée, rappelez-vous, par l'artère jugulaire externe. Ça, c'est l'artère jugulaire commune, ou bien l'artère carotide commune. Et ça, c'est l'artère sous-clavière qui va donner cette collatérale qui s'appelle tout simplement l'artère thyroïdienne inférieure qui va vasculariser l'hypopharynx. Et on a l'artère carotide commune, il va donner l'artère carotide externe qui va donner des branches, à savoir l'artère thyroïdienne supérieure et l'artère linguale, l'artère pharyngée ascendante qui vont vasculariser également le pharynx. Alors voilà le pharynx qui est tapissé par des muscles comme vous pouvez voir, et en bas on va trouver quoi? On va trouver là l'œsophage. Ça c'est une vue qui est postérieure. Pourquoi? Parce que ça c'est la trachée qui est en avant, c'est-à-dire on est derrière le pharynx, on est derrière le corps humain ici, et ça, rappelez-vous, ce sont tout simplement les glandes thyroïdes qu'on va étudier dans une vidéo à part. Et là, ça c'est la aorte, ça c'est la partie, puisqu'on est postérieur, ça c'est notre droite, c'est la même que la droite de l'image. Et là, on a, rappelez-vous, la partie droite, on a un tronc qui s'appelle le tronc brachiocéphalique qui va donner et l'artère cervicale, oui, l'artère subclavière et l'artère carotide commune. L'artère carotide commune avec sa terminale qui est l'artère carotide externe, il va vasculariser notre pharynx. Et on a aussi l'artère sous-clavière par sa branche qui est l'artère thyroïdienne inférieure, il va vasculariser surtout l'hypopharynx ou bien le laryngopharynx. Et le retour veineux, on a dit, il est assuré par cette veine qui accompagne l'artère carotide commune, qui est la veine jugulaire interne, tout simplement. Et on a parlé également de l'énervation, qui est assurée surtout par le nerf qui est entre les deux structures veineuses et artérielles, qui est tout simplement ça, c'est quel nerf? C'est le nerf vague. Voilà, le nerf vague qui va t'énerver, comme vous pouvez voir, le pharynx. On n'a pas que ce nerf, on a un autre nerf qui est le nerf, rappelez-vous, comme son nom l'indique, le nerf glossopharyngien, qui est le nerf 9, qui va énerver également le pharynx. Et il ne faut pas oublier aussi l'énervation sympathique, qui est assurée par le ganglion sympathique cervical supérieur. Et on a parlé également du retour lymphatique qui est assuré par les ganglions rétropharyngiens. Ces ganglions rétropharyngiens, ils vont se drainer dans ces ganglions-là qui accompagnent la veine jugulaire interne. C'est tout simplement la chaîne lymphatique jugulaire interne, tout simplement. Voilà
le nerf vague. Normalement, ici, on va trouver la veine jugulaire interne qui est en dehors de l'artère carotide interne, l'artère carotide commune et puis l'artère carotide interne et externe. Alors, entre les deux, on a voilà, le nerf vague. Et ça, c'est quoi quel nerf qui est interne par rapport au nerf vague? C'est le nerf glossopharyngien. Ou bien le nerf 9 des nerfs crâniens, voilà, comme vous pouvez voir, il va énerver le pharynx.